Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Selon le rapport annuel du collectif contre l'islamophobie en Europe, la montée de l'islamophobie au niveau européen est intrinsèquement liée à la montée du nationalisme. Pour l'ONG basée en Belgique, il y a eu une considérable accélération de l'islamophobie et des politiques qu'elle inspire tout au long des années 2022 et 2023. Et que la dénégation et la minimisation qui ont le plus souvent caractérisé le traitement politique de l'islamophobie en Europe ne permettent guère d'enrayer la progression de l'extrême droite. Une extrême droite qui se nourrit de l'islamophobie et qui a réussi à pousser et à s'ancrer dans plusieurs pays européens par le biais d'un discours populiste, identitaire et d'exclusion. Avec notre invité d'aujourd'hui, le politologue Mustafa Shimi, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui pousse les électeurs européens à voter pour les partis de droite radicale ou d'extrême droite ou même des partis fascistes qui leur permettent ainsi d'obtenir plus de voix, une tendance qui va crescendo depuis ces dernières années. Professeur Shimi, bonjour, merci beaucoup Bonsoir. d'être avec nous. Toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Nous allons commencer par l'actualité. Il y a près d'un mois, le 22 novembre dernier, l'extrême droite aux Pays-Bas, menée par le Parti pour la liberté dirigé par Geert Wilders, a remporté 37 sièges sur les 150 du Parlement. Il n'a pas réussi à former un gouvernement avec d'autres formations, mais il est arrivé en tête. Cette poussée d'extrême droite aux Pays-Bas qu'on sentait venir, mais là, c'est la confirmation, était-elle prévisible? Elle était prévisible sans doute, mais pas avec ces chiffres-là. Et là, effectivement, vous l'avez relevé, le parti d'extrême droite, donc, qui s'appelle le Parti pour la liberté, le PVV, a remporté 37 sièges sur 150, c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire pratiquement un quart des sièges. Personne ne s'attendait à cette poussée, pas même d'ailleurs aux Pays-Bas. Alors, c'est lié évidemment à une tendance générale. Le sentiment que l'on a, qui est observable, c'est qu'il y a depuis des années, pratiquement au moins une dizaine d'années, une poussée de l'extrême droite dans les pays européens. Et ça tient à un certain nombre de facteurs sur lesquels nous allons revenir. Il y a même des poussées de l'extrême droite qui conduisent à des actes sacrilèges. Je vous signale l'autodafé du Coran sacré dans au moins un pays, c'était le Danemark, etc. Donc c'est pourtant un pays connu historiquement pour sa mesure, et le fait que c'est un pays de tolérance, etc. Donc il y a là quelque chose de préoccupant, et ce sont là des spasmes qui doivent nous interpeller, nous, au Sud, mais qui doivent également interpeller les populations et les pays du Nord. Oui, et justement, vous venez de le dire, parce que cette poussée d'extrême droite ne concerne pas que les Pays-Bas. Malheureusement, quelle est la situation dans le reste des pays de l'Europe? On a vu, bien sûr, des événements par-ci, par-là, et puis des montées de partis, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, que ce soit ailleurs dans des pays comme la Lettonie, la Finlande ou la Slovaquie. Alors, vous avez raison de le relever. Alors, je vous propose de distinguer entre deux situations institutionnelles. Première situation, les pays où l'extrême droite est au gouvernement. Comme l'Italie. Oui, et des pays où simplement elle est là, elle est membre de la majorité. Alors, évidemment, l'Italie, c'est intéressant parce que voilà des élections qui ont eu lieu sous la houlette de Giorgia Meloni, qui est un ex-parti fasciste d'extrême droite, qui s'appelait d'ailleurs Faire d'Italie. Et elle est présidente du Conseil, du gouvernement, du Conseil des ministres italien depuis maintenant 14 mois. Voilà une secousse importante pour un pays qui était quand même un pays qui a été historiquement dominé par deux blocs. En l'occurrence, c'était le Parti socialiste allié ou non avec le Parti communiste, vous le savez. Et puis à côté, en face, si je puis dire, il y avait les démocrates chrétiens. Et bien tout ça est remis en cause du fait de la poussée de la droite dans le Nord, en Lombardie, et c'est important, et avec la Ligue du Nord, on s'en souvient. Et puis maintenant, donc Giorgia Meloni, ça c'est un cas intéressant, plus c'est un pays méditerranéen. Oui. Méditerranéen, donc ça c'est problématique. Deuxième pays, la Slovaquie aussi, où le chef du gouvernement, donc aujourd'hui, est Robert Fico,
qui est Premier ministre depuis également 14 mois. Et puis la Hongrie évidemment, où la situation est médiatisée du fait de la place et du rôle du chef du gouvernement hongrois, Viktor Orbán, qui est en fonction depuis 2010, ça fait 13 ans. Ça, c'est les pays européens où la direction du gouvernement est assurée par quelqu'un, donc d'extrême droite, avec son parti évidemment, mais une coalition. Deuxième cas de figure, c'est celui des pays où il y a une participation des partis d'extrême droite aux majorités en place. C'est le cas de la Finlande. Le parti d'extrême droite a remporté 20% des voix, un point de moins que le parti gouvernemental. Et il est membre de la majorité. L'Espagne, qui nous est proche et que nous connaissons, évidemment, que nous suivons de près, avec les élections du 23 juillet dernier, c'était donc il y a à peine 5 mois, avec le Parti populaire d'Alberto Núñez Feijóo, qui a obtenu donc 12,38% des voix. C'est quand même important, c'est le parti Vox, et c'est un élément de complication. Et puis, il y a aussi, en France, évidemment, il faut en parler, avec la poussée du Rassemblement national de Marine Le Pen, qui aujourd'hui totalise 89 députés dans l'Assemblée nationale, laquelle, présidente à l'époque du Rassemblement national, puisqu'elle a cédé la présidence à Bardella, avait eu quand même 43% aux élections présidentielles de l'année dernière. C'est extrêmement important. J'ajoute l'Allemagne, où il y a un parti d'extrême droite aussi, qui enregistre des progrès. L'Autriche, d'autres pays, Lettonie, tout ça, etc. C'est donc bien quelque chose qui n'est pas conjoncturel, c'est une lame de fond qui fait que l'extrême droite se repositionne soit au premier rang, soit au deuxième rang. Elle se repositionne et elle se normalise. Ça devient, alors que, par exemple, le cas de la France, à un moment où l'extrême droite, c'était mal vu, alors qu'aujourd'hui, c'est un parti comme les autres. Je ferai la distinction tout de même, si vous le permettez, entre ce qui se passe en France et ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs, c'est encore un discours d'extrême droite. Un discours d'extrême droite, de stigmatisation, d'exclusion des autres communautés. On va y revenir sûrement. Pour ce qui est de la France, vous l'avez relevé, on parle de normalisation avec ou sans guillemets. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, la politique prônée par Marine Le Pen, qui est la fille de Jean-Marie Le Pen, il faut le rappeler, du Front National, adopter une politique de marketing, si je puis dire. Pourquoi ? Parce qu'elle a compris que pour escompter l'amélioration des résultats de son parti et éventuellement l'accession à l'Élysée, il faut qu'elle aille ratisser ailleurs. Auprès d'une droite libérale, c'est compliqué, compte tenu de... Et donc, c'est pour ça qu'elle tient ce discours, qui est un discours décalé par rapport au discours habituel du Front National de son père et du Rassemblement National, mais il y a une distribution de rôles au sein de son parti. Elle tient un discours de présidentiable, de normalisation. Nous sommes un parti gouvernemental. Et puis il y a la base. Mais il y a la base. Oui, la base. Et elle avait fait d'ailleurs, lors des élections présidentielles de l'année dernière, elle avait incliné fortement son discours, non pas sur l'identité nationale, l'euro, les émigrés, etc., mais sur le pouvoir d'achat. Il y a eu un repositionnement de sa stratégie électorale et gouvernementale pour le pouvoir d'achat, et compte tenu des difficultés qu'il y a en France, évidemment, ça a apporté. Je vous signale que pour ce qui est du pouvoir d'achat, ça permet de ratisser large, parce que les couches populaires, vous savez qu'il y a plus de couches populaires qui votent pour le Rassemblement national de Marine Le Pen que de couches populaires qui votent pour le Parti socialiste ou le Parti communiste. Il y a là une évolution notable de l'électorat dit populaire, donc en faveur précisément de ce courant. Mais toujours est-il que c'est un parti d'extrême droite qui avance masqué, en tout cas le discours présidentiel. Oui, parce qu'on connaît l'histoire et l'historique. Alors, à quel point le discours islamophobique et la diabolisation des musulmans, avec des amalgames, avec l'immigration, il y a beaucoup d'amalgames avec l'immigration, le terrorisme, les fameuses théories du grand remplacement,
ont-ils permis à ces partis d'extrême droite, ou des partis fascistes même, de se renforcer politiquement? Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames et on joue sur ça. Vous avez raison de le relever. Comment fonctionne et comment s'est construit le discours d'islamophobie? Il s'est construit sur plusieurs éléments. C'est d'abord l'immigration. Le premier niveau, si je puis dire, première composante, c'était un discours anti-immigration. L'immigration est là, nous allons perdre l'entité nationale, il va y avoir le grand remplacement, thèse qui avait été développée voici 13 ans par Renaud Camus, qui est un homme public de l'extrême droite, qui avait soutenu cette thèse, laquelle thèse a été recyclée ensuite. C'est repris par le Éric Zemmour que vous connaissez dans la rue Pointe, disant c'était dans 30 ans, nous serons minoritaires dans notre propre pays. Vous savez, les excès de ce responsable-là. Et donc, il y a eu une construction qui s'est faite sur la dénonciation de l'immigration considérée comme une menace, sur en même temps l'association faite entre immigration qui serait porteuse de violence et de terrorisme. Et comme clé d'explication, qu'est-ce qu'ils ont donné au total? C'est finalement l'islam. De tout ce monde-là, à leurs yeux, immigrés, pas immigrés, d'ailleurs, immigrés qui sont en situation régulière ou pas, c'est immigré, c'est une case immigrée, elle est générique. Immigré, ça nourrit le terrorisme, ça nourrit les trafics, ça nourrit la violence, ça augmente le chômage. Ça augmente le chômage, ça nourrit la criminalité. Et ils se font fort de dénoncer des chiffres à partir de statistiques, d'ailleurs, pas évidentes et pas scientifiques, et dire il y a pratiquement 3 fois plus de taux de délinquance chez les populations immigrées, les gens des banlieues, que chez les autres composantes de la population. Donc voilà comment s'est construit ce discours. Et ce discours s'est construit aussi, s'est appuyé sur un autre élément, c'est l'appréhension qui est faite du terrorisme dans le monde. Ce qui se passe dans le monde, il faut bien le dire, met en cause des mouvements djihadistes d'obédience et de référentiels islamistes, il faut le dire. Mais ils oublient une chose, c'est que 99% des musulmans qui vivent en France, en Europe, pratiquent un islam tranquille, modéré, pacifique, en s'intégrant et en respectant les règles des républiques des pays d'accueil. Or, ça ne les intéresse pas. Pour eux, c'est une communauté donc, qui n'a pas sa place dans la communauté française telle qu'ils l'entendent eux. C'est pas ce qui est mis en avant dans les médias. Et pour eux, c'est simplement le petit pourcentage d'imams excités ou de jeunes ou d'attentats, etc., qui fait que toute la communauté donc, est frappée de stigmatisation. Alors, comment se manifeste au quotidien, en plus de l'impact sur les urnes, cette islamophobie dans les pays européens concernés? Parce qu'on a vu que ça devient de plus en plus nauséabond dans certains pays même. Et il y a des violences, il y a des... quels sont les pays où les choses... Quand on a parlé de l'Italie tout à l'heure, c'est étonnant parce que c'est un pays qui, traditionnellement, historiquement ouvert, et un pays d'immigrés, qui immigraient aussi. Et on a vu ce basculement en une quinzaine, vingtaine d'années. C'est vrai pour l'Italie, qui a été historiquement un pays de forte émigration oui. Avant d'être aujourd'hui un pays d'immigration. C'est le cas également pour le Portugal. Oui. C'est également le cas pour d'autres pays, etc. Mais essentiellement, c'est les deux pays qui ont le plus fort taux historiquement d'émigration soit en Amérique latine, soit aux États-Unis, vous le savez. Alors, comment ça se manifeste au quotidien? Est-ce que c'est dans les écoles? Est-ce que c'est dans la rue? Non, ça se manifeste dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, c'est-à-dire les musulmans ont le sentiment d'être regardés autrement. Ça se voit, vous et moi, nous voyageons assez souvent. Dans le regard des autres, vous avez un profil de musulman, il y a une suspicion minimale qui est là. Vous voyez, ça se passe dans le métro, dans les cartes, etc. Oui, délit de faciès. Oui, délit de faciès, voilà. C'est-à-dire que vous êtes considéré, du fait de votre profil de musulman, comme porteur de violences potentielles. Ça se manifeste aussi au niveau de l'emploi.
la discrimination pour ce qui est de l'emploi et des jeunes musulmans, des centaines de milliers de musulmans, etc., du fait que les prénoms et les noms, etc., font que les dossiers de candidature sont traités de manière moins équitable que pour ce qui est des autres produits. Ça se manifeste à l'école aussi, ça se manifeste à l'école, et ça se manifeste aussi dans une frilosité des pouvoirs publics à l'endroit des musulmans. Dans deux cas particuliers que je voudrais signaler, par exemple la politique du droit d'asile. Il y a de grandes restrictions pour ce qui y a 650 000 demandes d'asile qui ont été faites en Europe en 2022. Il n'y a qu'un tiers qui a été validé. Et donc, il y a là une restriction particulière pour ce qui est du droit d'asile, alors que, bien sûr, il peut y avoir des faux demandeurs de droit d'asile, c'est-à-dire des émigrés économiques, ce qu'on appelle, mais dans le tas, évidemment, c'est les vrais demandeurs d'asile qui sont pénalisés. Deuxième situation à relever, c'est pour ce qui est de la politique très restrictive appliquée à l'endroit des demandeurs de visa. Nous en savons quelque chose. Nous, puisque le Maroc a fait l'objet pendant un an, plus d'un an, d'une mesure particulière de restriction décidée par les autorités françaises, vous le savez, et qui avait conduit donc à une réduction drastique des demandes de visa de manière indiscriminée. C'est-à-dire que c'était une punition collective où vous n'aviez pas le visa du fait que vous étiez marocain, évidemment musulman. C'était vrai pour les Algériens, pour les Tunisiens aussi, mais particulièrement pour ceux qui sont du Maroc. Pour ceux qui sont nés en Europe et puis nés français ou nés italiens ou nés espagnols, il y a aussi le problème de la pratique de sa religion et des lieux de culte. Il n'y a pas beaucoup de... Il faut dire honnêtement qu'il y a eu des acquis. Il y a eu des acquis, notamment pas au niveau de l'État, mais au niveau des municipalités et des régions, pour que des facilités soient données donc à l'exercice du culte musulman. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas en France, c'est le cas dans les pays nordiques, etc. De plus en plus, ces acquis-là, qui sont des acquis de libre exercice du culte, conformément aux lois républicaines de ces pays, ont connu un certain nombre de restrictions, fermeture de mosquées, dissolution d'associations, parce que souvent les mosquées sont adossées à des associations religieuses, éducatives, etc. Et ça se vérifie par notamment des fermetures, j'ai dit, de centres culturels musulmans, etc. Et ils n'admettent pas, il y a eu de grands débats, notamment à Strasbourg, par exemple, à propos d'une mosquée qui est une grande mosquée, qui a connu un certain nombre de difficultés, dans le Nord aussi, en Italie aussi, en Allemagne, etc. L'idée qui prévaut, c'est qu'il ne doit pas y avoir un signe dans le paysage culturel européen, je dis bien européen de manière, il ne doit pas y avoir un signe d'une référence quelconque à une autre religion que la religion catholique. On n'a pas ce problème avec les synagogues, on va y venir. Alors, le problème, comme vous l'avez écrit dans une autre tribune, c'est que ce rejet des musulmans, vous avez écrit, est marqué par une sorte de transversalité sociale et politique. Il n'y a pas de coupure idéologique entre les deux. Comment expliquer, déjà, cette transversalité et ce manque de coupure, et comment ces sociétés en sont arrivées là ? Je veux dire par là, vous donnez l'occasion de préciser cette formulation en disant ceci. Il y a une transversalité sociale et politique, c'est-à-dire les préjugés qui frappent la communauté musulmane au titre de l'islamophobie se retrouvent au plan politique. Ils sont alignés. Oui, et se retrouvent également au plan social. C'est premier niveau. Deuxième niveau, je note que cette islamophobie n'est pas propre à l'extrême droite. C'est un paramètre que l'on retrouve même dans les formations progressistes. C'est ça qui est intéressant. Ça se retrouve, j'ai cité le Parti communiste français, où une bonne partie de son électorat vote pour le Rassemblement national, parti d'extrême droite de Marine Le Pen. Ça se retrouve au Parti socialiste, qui pourtant est porteur de valeurs, d'éthique, et d'idéaux républicains. Et c'est ça qui me frappe, c'est que l'islamophobie n'est plus seulement imputable à l'extrême droite, elle est également imputable à d'autres partis. Quelle est la cause de ce basculement ? C'est tout ce qui s'est passé ces dernières années. C'est d'abord, si vous le permettez, la situation économique des pays européens, qui est une situation difficile.
Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan du modèle de développement, etc. Deuxième point, c'est le fait que les Européens ont le sentiment d'être déclassés dans le nouvel ordre international. C'est particulièrement vrai, pas en Allemagne, où l'Allemagne, il y a une grande tradition, vous savez, d'accueil d'immigration, lancée par Angela Merkel. Oui. Voici 3 ans, donc, qui avait accueilli, vous savez, plus d'1 million de personnes en un mois. C'est extrêmement important parce que c'est une protestante et elle a une culture protestante d'éthique et d'accueil. Ce n'est pas le cas ailleurs parce que dans les autres pays, il y a le sentiment d'un déclassement du pays. Dans un ordre international marqué par de nouvelles puissances, la Chine, l'Inde, d'autres pays, le Brésil, l'Argentine, etc. Et la voix de l'Europe n'est plus centrale dans le système international. Premier élément. Deuxième élément, il est culturel. La culture de chacun des pays subit des assauts et elle est réduite comme peau de chagrin du fait des réseaux sociaux, du fait de la mondialisation des systèmes d'information. Qu'est-ce que c'est que la culture française aujourd'hui ? Alors qu'il y a tant de cultures dans le monde qui sont pleines de vigueur, de créativité, etc. Et troisième point, c'est le sentiment, me semble-t-il, du déclassement. C'est-à-dire que l'Europe était porteur d'un discours et d'un référentiel qui est le suivant. L'Europe se considérait comme porteuse de civilisation et au premier rang des valeurs de civilisation et de culture. Ça n'est plus le cas. Ce modèle occidental, il est remis en cause, vous le savez, par les 2/3 des pays dans le monde. Est-ce que les valeurs universelles de l'Union européenne, de l'Occident général, sont réellement universelles dans le Sud ? Et dans le Grand Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des pays maintenant qui sont des puissances économiques, qui affirment leur identité culturelle et qui prônent un modèle différent, oui, à l'adhésion aux valeurs universelles, mais en prenant compte les réalités, les spécificités culturelles de chacun des pays. C'est des boucs, finalement, les musulmans, des boucs émissaires faciles pour une crise beaucoup plus profonde de l'Europe. Je vais vous donner un exemple sur quoi ça se polarise, sur la laïcité. C'est ça. En Europe, il y a le principe de laïcité qui prévaut. Ce principe de laïcité, il est valable en Europe. En France, c'est la loi de 1905, il est valable. Il y a séparation donc du temporel et du spirituel. Ça n'est pas le cas dans des pays et musulmans et non musulmans, notamment asiatiques, où il y a d'autres valeurs. Je vous donne l'exemple de la Chine. La question des droits de l'homme en Chine est revue et corrigée par les dirigeants chinois. Pourquoi ? Du fait qu'en Chine, sur la base de la philosophie de Confucius, c'est le groupe qui prévaut, pas l'individu. Et donc, des modes d'arbitrage au sein du groupe. L'identification, elle est faite au groupe. Dans les pays musulmans, on ne pouvait pas prôner la laïcité, parce que ce sont des pays qui ont un référentiel musulman. Et ce référentiel musulman est le substrat le plus normatif et le plus historique dans la constitution des formations sociales des pays musulmans et des nations musulmanes et des pays musulmans. Oui. Maintenant, quels sont, à votre avis, professeur, les leviers qui pourraient contribuer à endiguer ou au moins à un petit peu diminuer la progression de cette islamophobie et de ce racisme qui prend de plus en plus d'ampleur ? Il faut, comme ce qui a été fait pour l'antisémitisme, il faut pénaliser l'islamophobie. Pénaliser l'islamophobie, c'est-à-dire une législation pénale telle que tous les actes, les écrits, les paroles qui relèvent de ce registre-là soient punis. Oui. Ça, premier point. Deuxième point, c'est à nous, musulmans, à faire un effort pour porter le débat dans les pays où il y a cette islamophobie, pour leur demander de respecter les valeurs qui sont les leurs, c'est-à-dire la liberté d'expression, la tolérance, le dialogue de culture et de civilisation. Merci beaucoup, professeur Shemi, pour cet éclairage. À bientôt. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.